il y a des guerres et qu'il y a des gens qui fuient la mort. Donc c'est une obligation automatique. Il n'y a pas une demande express qui doit venir de quelque part. Mais pas les laisser passer avec des armes, on filtre à la frontière. Non, d'abord, les frontières, vous devez ouvrir. Et alors vient effectivement une deuxième obligation. Lorsque vous constatez que ces gens qui ont passé votre frontière sont armés, une deuxième obligation s'impose. Vous les désarmez. Ensuite, vous les déplacez de votre frontière jusqu'à l'intérieur du territoire, au moins à 200 km. Or, cela, c'est une obligation automatique. Le gouvernement de l'époque ne l'a pas fait. Alors, ne le faisant pas, le pays voisin, c'est-à-dire où il venait d'y avoir un nouveau régime, avait des légitimes prétentions de penser que cette armée pouvait rentrer pour les rechasser. Donc, il y avait une inquiétude légitime dans les nouveaux régimes installés au Rwanda à l'époque. Et c'est là précisément où intervient l'intelligence de tout bon révolutionnaire. Mzee constate ça. Cette situation ne pouvait pas perdurer longtemps. Et il s'est dit, on va exploiter ça. Et il approche les Rwandais aussi. Et il leur fait comprendre que tant que Mobutu est là, eh bien, ces dangers continuent. Aidez-nous plutôt à chasser aussi Mobutu, parce que nous avons cette lutte depuis longtemps. Donc voilà les deux intérêts qui convergent. D'un côté, chez Mzee avec les révolutionnaires, nous profitons, ils vont nous donner un coup de main, nous chassons Mobutu. En chassant Mobutu, cette armée rwandaise qui avait traversé devra quitter aussi. Donc, eux aussi, ils récupèrent la sécurité qu'ils recherchaient. Voilà ce qui fait qu'il y a une entente. Donc, c'est un intérêt du côté rwandais, purement sécuritaire, et de notre côté, renversement du régime dictatorial que nous combattions depuis longtemps. Alors, on aurait, si tel était le cas, on aurait, très rapidement cette question, on aurait pu avoir la paix avec les Rwandais juste après, au lieu que cela puisse continuer, ce même prétexte. Jusqu'il y a 2-3 ans, même une année, on parle encore de ce prétexte que la RDC hébergerait des personnes susceptibles de déstabiliser le régime actuel du Rwanda. Est-ce que c'est également votre avis? Oui. Le Rwanda peut-être a été instrumentalisé. Vous voyez, quand on parle de la balkanisation depuis l'époque de Lumumba, quand il y a eu des sécessions et tout cela, c'est parce qu'il y avait la guerre froide. Il faut retenir cela que le débloc, l'Occident et les pays communistes à l'époque, ça a engendré beaucoup de choses jusqu'à arriver à des assassinats. Là, il y a deux philosophies à l'occidental. Les Britanniques, eux, commençant par Jomo Kenyatta, 7 ans en prison, on ne l'avait pas assassiné. On l'a arrêté, il est arrivé jusqu'au pouvoir. Mandela a 27 ans en prison, jusqu'à libérer maintenant un homme libre. Sauf est-ce que nous demandons, nous qui étions colonisés par les Belges ou bien l'autre Occident, comme les francophones, comment on arriverait toujours à assassiner des dignes fils qui luttaient tout simplement pour la justice et pour leur propre émancipation et liberté. Alors ce sont des phénomènes, quand vous dites même quand l'engouement là des contradictions qui planètent chez nous ici, Mobutu, pendaison de Pentecôte, Mobutu, il y a des coups d'État, des coups d'Yakubanz, on l'assassine, et tout. Alors avec tout ce qu'il y a eu, Chaba 1, Chaba 2, vous voyez tout cela, c'est mécontentement généralisé. Ça a poussé pour que le peuple arrive avec Mzee Kabila. Ça, c'est le phénomène de cette vraiment vitesse de 7 mois de l'Emera jusqu'à arriver ici avec Mzee au pouvoir, jusqu'à son assassinat. Maintenant, il n'y avait pas de dichotomie. La continuité, comme ils l'ont dit ici, que vous allez parler sur l'héritage. Vraiment, c'est dans le même fil d'idées. Parce que Mzee avait déjà une vision, il a scientisé, révolutionné et au même moment modernisé ce pays que le chef de l'État actuellement est en train de réaliser vraiment selon les contextes actuels du moment, depuis les élections et tout cela, parce que c'est un autre contexte. Nous sont venus, comme ils ont dit, les Rwandais, que vous dites là. Eux, ils ont eu gain de cause. Il n'y a jamais eu une balle chez eux, mais ce sont des Hutus et de tout ce qui se trouve chez nous, qui nous pillent, qui nous assassinent, qui tuent nos gens, nos mères et tout cela. C'est un prétexte, pas des tireurs de ficelles, ceux qui les ont toujours voulu exploiter notre pays et qui en utilisent ces moyens-là, et que notre peuple
étant matures, ils disent non, ne sont pas prêts à lâcher même 1 centimètre de notre portion de terre que Dieu nous a lotie. Là, c'est là où on dit que ce n'est pas ni Kagame, ni tel. Non, ce sont des puissances d'argent qui veulent, comme ils trouvaient le Congo comme c'est un champ, tout simplement venir exploiter tout cela, et que le peuple doit être chosifié, esclavage. Là, c'est un contexte à la génération comme nous trouvons ici. C'est la haute politique de savoir comment nous devons résoudre ces problèmes-là. Alors, je termine peut-être avec vous, Norbert Bayamba. Si vous étiez dans l'esprit de Mouzé, comment Mouzé aurait vu la RDC libérée en 97? Comment il aurait vu la RDC par rapport à la situation peut-être que nous traversons aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, je pense que si j'essaie de me poser la question sur la pertinence de l'exercice que nous faisons maintenant, c'est de dire qu'en fait, qu'on a connu un visionnaire à la tête de l'État. Il a laissé un héritage incroyable. Il va falloir que nous profitions au maximum de cet héritage pour que nous puissions naturellement améliorer les choses. C'est très important. Et alors maintenant, lorsque on devient complaisant, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Écoutez, pourquoi je dis que Mouzé est un visionnaire? Parce que la base de la vocation de Mouzé, c'est la population. La population en amont et en aval, bénéficiaire potentiel de l'action. Et c'est ainsi qu'il disait tout le temps, organisez-vous. Organisez-vous. Ça veut dire en fait que la population doit devenir véritablement le socle d'action dans un pays. Et à un moment donné, il a même créé ce qu'on a appelé CPP, qui doit être pas un parti politique, qui est une organisation technique qui permet aux gens de définir leurs problèmes, mettre en place un système de problèmes correspondant à un système de solutions, monter des projets, résoudre leurs problèmes. C'est très important. Il me semble qu'aujourd'hui, cette pensée agissante n'est pas très opérationnelle. Même ceux qui pouvaient écrire ne l'ont pas fait. Et c'est regrettable parce qu'on a perdu quelque chose que beaucoup de savants ont accepté et ont apprécié à travers le monde si véritablement on a mis en route cette question. Deuxième chose, tout à l'heure, mon ami de droite parlait de l'autosuffisance alimentaire. Mouzé n'en a pas fait un slogan idéologique. Mouzé a posé des actes. Et il dit, pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, il faut véritablement prendre la jeunesse active, l'opérationnaliser dans ce domaine, mais encore qu'il faut une formation à la base. C'est ainsi qu'on a créé ce qu'on a appelé le service national, où on a fait le brassage, on a créé des sites de production, d'entraînement, pour que ceux qui ont été formés rentrent dans leur village, rentrent chez eux, deviennent des éléments dynamisants. Il me semble que ce service aujourd'hui devient véritablement un service administratif où les fonctionnaires tournent le pouce. Au lieu d'être sur terrain, comme il était prévu. Bien entendu, bien entendu. On a enlevé toute la vision systémique du musée, on a laissé ça comme une administration. Or, c'était le levier de développement. Je voudrais, quelqu'un disait tout à l'heure qu'on a donné de l'argent, etc., qu'on a parlé de villages agricoles. Or, Mouzé voulait des sites d'entraînement qui véritablement diffusent les différentes variétés dans les autres villages et ça se généralise à travers le pays jusqu'à construire une dynamique de production en organisant le crédit, en organisant les coopératives, en organisant la commercialisation, en organisant la mécanisation agricole. Il a même parlé de pipeline. C'était un grand visionnaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut profiter au maximum de toutes ces idées pour les rendre opérationnelles. Encore qu'il faut se profiter de toutes ces bibliothèques qu'il a laissées. Tous ces gens qui ont perdu toute leur jeunesse, justement pour réfléchir comment changer le Congo. Ils sont là encore vivants. Ils sont là, il y en a. Comment ils sont en train de s'amortir. Et non, c'est très important. Et donc, lorsqu'on une question quand même. Est-ce que vous êtes consulté également, puisque si votre sagesse a servi à créer tous ces projets, à réfléchir avec Mouzé sur les cantines, sur le service national, sur comment le peuple allait se prendre en charge. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes consulté? Consulté dans ce cadre-là? Oui. Aujourd'hui, non. Effectivement, non. Mais nous pensons que la situation actuelle du pays n'a peut-être pas permis au chef de l'État d'accorder l'attention nécessaire à cet aspect des choses. Mais ce que dit monsieur, c'est fondamental. C'est fondamental. En dehors du fait que cela a créé un esprit révolutionnaire dans le domaine agricole, d'élevage et tout ça,
c'était un creuset de nationalisme. De toutes les parties de la République venaient des jeunes qui se retrouvaient, qui partageaient les mêmes expériences. Eh bien, quand ils sortaient de là, effectivement, ils se sentaient congolais plus que jamais. Donc, je voulais apporter une précision à la question antérieure, celle que vous avez causée à mon compagnon, au sujet du Rwanda. Pourquoi le Rwanda continue encore à nous faire la guerre? Non, ce n'est pas parce qu'il existerait un accord quelconque, imaginaire, non. Le Rwanda continue à faire la guerre parce qu'ils ont des ambitions expansionnistes. Ça, c'est clair. Dites-moi un peu, parce que vous avez parlé des Interahamwe, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Ça fait combien d'années nous n'avons pas entendu que les Interahamwe auraient attaqué le Rwanda? Avec ça fait combien d'années? des groupes armés qui Plusieurs années. On ne sait pas. Mais les Interahamwe font la guerre chez nous. Ils tuent nos enfants, nos mères, nos sœurs et nos frères. Les Interahamwe qui sont rentrés au Rwanda, vous savez ce que le régime rwandais en a fait? Il les a conditionnés, il leur a donné les moyens militaires pour rentrer, revenir au Congo. Donc, cela veut dire qu'il y a une intention maléfique quelconque qui existe du côté du Rwanda. Là, je voulais que vous sachiez cela parce que c'est un message que tous les Congolais doivent comprendre. Ce n'est pas parce qu'il existerait quelque chose d'imaginaire que Musée aurait fait. Non. Pourquoi est-ce que Musée pouvait signer des accords avec le Rwanda? Et pourquoi est-ce qu'il... Il faut savoir une chose. Le pays, dans cette marche de libération, le pays qui a pris économiquement plus de poids au soutien à la RDC, c'était l'Angola. Oui, en matériel. Qui n'a rien réclamé. Dites-moi, qu'est-ce que Musée Laurent Désiré Kabila a signé? Que l'on donne une partie du Bas-Congo? Jamais. Alors, Alors, comment justifier aujourd'hui qu'il n'y ait que les 200 kilomètres qui nous séparent des frontières qu'on a avec le Rwanda? C'est seulement là qu'il y a des problèmes. Mais il faut aussi voir déjà les problèmes causés par la présence des éléments du Rwandais. Parce que nous avons effectivement nos compatriotes congolais qui sont détenus aussi. Nous en avons. Mais il faut voir que le Rwanda a des intentions toujours contre... Même avant l'arrivée des musées, les populations par vagues viennent toujours au Congo s'installer. Ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas un problème s'installer au Congo. Ça peut se faire, mais il faut que ça soit à travers les lois du pays. Notre problème fondamental, nous, Congolais, c'est de nous assumer, d'avoir le contrôle de notre territoire national. Vous ne pouvez pas traverser la frontière, aller dans un autre pays voisin ici, sans être identifié. Même s'il y a la guerre, la première des choses, que la vague des migrants arrive, c'est les services d'administration, la sécurité, les affaires sociales, identification immédiate, photographie, tout ça, nationalité, telle. Mais quand nous faisons, les gens arrivent, notre administration est paralysée. Très rapidement, on va terminer. Voilà. Merci quand même d'avoir réfléchi avec nous pendant quelques minutes sur Musée, l'histoire, son combat, mais également l'héritage, ce qu'on pense. Je sais que Toutouman a la soif peut-être de dire un dernier mot, souffrir peut-être... bon. Alors, les jeunes aujourd'hui, en une minute peut-être, les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'identifient aujourd'hui à Musée Laurent Désiré Kabila? Oui, je pense. J'en suis l'exemple. Je crois que je suis pas le compagnon de Musée. Je voudrais resaluer les compagnons de Musée qui sont devant moi, les pères de la Révolution. Moi, j'en suis l'exemple. Je suis une conviction aujourd'hui de ce qu'a fait Musée pour ce pays. Et les jeunes sont peut-être moins actifs qu'ils devaient l'être. C'est pour ça que nous devons continuer à soutenir la jeunesse par beaucoup d'autres mécanismes. Et aussi, nous jeunes qui nous impliquons dans la politique de ce pays, à accompagner la vision du chef de l'État, qui est aussi jeune, et à garder à l'esprit que Musée nous a légué un slogan, et nous a légué un slogan en termes de mots, ne jamais trahir le Congo, mais il en a payé jusqu'à sa vie. Merci. Voilà. Merci beaucoup tout de suite. Malheureusement, on a plus le temps. Les journalistes, c'est dans quelques minutes. Merci Mani, merci beaucoup Norbert Yabayamba, merci Toutouman Kisombe, merci Célestin Luangui, merci Ismaël Toutoué, merci Irund Awan.
Voilà, je crois que je vais le prononcer. Merci à vous d'avoir suivi ce programme, ce magazine spécial 17 mai. L'info continue.